Salut à tous, c'est Ajax. J'avais laissé entendre l'an dernier que je ferais une partie 4 sur la série Seigneur des Anneaux d'Amazon Prime, et il est temps d'honorer ce rendez-vous à l'occasion de la sortie d'une courte bande-annonce et d'éléments de tournage de la saison 2 qui vient d'être annoncée pour la fin août de cette année. J'avais quelques pages de critiques en réserve sur cette première saison qui me restaient encore sur les bras, et je pense que je peux déjà en faire usage ici et là en écho aux premières images officielles de la saison 2. La question improbable que je pose à ces futurs épisodes est simple. Pourront-ils réparer les problèmes de la saison 1 ? Avec suffisamment d'astuce et de génie, dans le meilleur des cas, est-ce seulement possible ? Ça me semble effectivement compliqué, même d'un point de vue technique avec l'année 2023, marquée par la grève de la guilde des scénaristes qui a laissé le tournage de la série en roue libre pour tenir ses propres délais. Les directeurs de la série avaient en revanche annoncé que cette saison 2 se raccrocherait bien plus au lore de Tolkien et serait donc moins hors sujet aux yeux des fans de la Terre du Milieu. Cette semaine, on peut commencer à estimer si cette promesse semble tenue. Nous verrons aussi vers quelle trajectoire l'histoire peut nous emmener, et en faisant abstraction du passé, si cette série pourrait trouver une forme de rédemption. Je vais partir du principe que vous avez déjà été voir cette annonce de votre côté, et sinon, on va la découvrir ensemble en plan par plan. On commence avec la scène finale où nous avait laissé la saison 1, la silhouette de Halbrand, Sauron, arrivant au Mordor tout juste créé par Adar, avec le volcan Orodruin en éruption. On enchaîne avec le visage de Halbrand, marqué par la colère et la peine, relevant des yeux rougis et humides. La teinte chaude de l'image est raccord avec la lumière au Mordor, mais j'ai du mal à l'imaginer en continuité immédiate de la même scène, car dans le plan final de la saison 1, Halbrand avait un air satisfait et sûr de lui. On voit que les quelques lignes de dialogue placées en voix off sont du prince de Khazad-dûm d'Olin 4. Il avertit du retour d'un mal ancien et puissant. Est-ce un mal dont nous, les spectateurs, sommes conscients depuis la saison 1 ou autre chose ? Puis, en guise d'illustration, une masse de noirceur grouillante qui rampe entre des rochers. Le rendu visuel de cette CGI semble très pertinent, comme un mélange de pétrole et de verre, dans la continuité des nervures de pourriture noire vues en saison 1 sur l'arbre du Lindon et les forêts du Rhovanion, et que j'interprète comme les restes de la magie de Morgoth. Le lien avec le pétrole et la pollution est un choix bien vu thématiquement, et les vers sont à mon avis une référence à la corruption dans le Princesse Mononoke de Miyazaki. Certains y voient la vraie forme de Sauron entre deux enveloppes charnelles. Je n'y crois pas. Pour moi, c'est encore lié au pouvoir de Morgoth, voire qui sait, une forme d'Ungoliant. Un plan dans les brumes d'une forêt inquiétante où un groupe d'elfes se met en garde, centré autour de Galadriel avec Elrond, et des silhouettes fantomatiques en arrière-plan. Des mains qui semblent féminines, entaillées comme pour un rituel de magie noire de fantaisie classique, dans une nuée de phalènes en vol. Ensuite, un essaim de ces mêmes lépidoptères qui semble se disperser à partir d'une possible silhouette humaine, ce qui rappelle aussitôt la forme spectrale des mystérieuses sorcières de la fin de la saison 1 qui avaient été explosées en une nuée de papillons par le magicien. On sait que ces sorcières venaient du Rhûn, là où le magicien et les deux pieds velus se dirigent. On peut facilement en déduire que cette scène se passera là-bas, avec une architecture unique. Un sol sableux et dalles de pierre, des piliers en calcaire ou en grès, des braseros comme pour donner l'ambiance d'une crypte ou d'un temple, et un ton jaunâtre un peu orientaliste qu'on imagine assez bien pour cette région visuellement inédite de Terre du Milieu. Des racines rampant à une vitesse surnaturelle sur le sol feuillu d'une forêt, au Lindon si je me fie au style de la lampe elfique aperçue en saison 1. Notez aussi l'immense allée au milieu des arbres sous la pénombre et le type de fleurs qui pour moi sont des digitales pourpres de variété blanche, exactement comme dans le décor où on nous avait présenté les arbres mémorials de Finrod et autres elfes tombés. On a un contre-champ où on voit de dos une silhouette dans un long vêtement sombre faisant face à un autre personnage, dont la corpulence et l'attitude pourraient correspondre à Celebrimbor. La menace de Céliane est renforcée par la voix off qui désigne un mâle qui grandit et s'insinue. C'est aussi une allusion aux végétaux hostiles dans les débuts de la communauté de l'anneau. Une armée orque en marche dans une forêt, ils ont visiblement un troll dans leur rang. On retrouve un Celebrimbor ébloui dans son atelier de forge dans un effet de poussière ou de vapeur. Et en contre-champ, on le voit s'approcher d'une porte de lumière et fumée qui renvoie directement au visuel de l'entrée de Valinor dans la saison 1. Une silhouette indistincte en sort, assurément la mise en scène d'arrivée de Sauron sous son jour séducteur, sous-entendant qu'il viendrait du Valinor, et la silhouette verticale entourée de lumière hypnotique évoque volontairement celle du Sauron des films et notamment du Hobbit de Peter Jackson.
L'acteur de Halbrand, cette fois dans un rôle d'elfe, d'ailleurs plus similaire aux elfes aux cheveux longs et lisses des films que ceux représentés en saison 1, aucun doute qu'on ait donc affaire à Sauron ayant abandonné l'alias d'Halbrand pour incarner Anatar, le Seigneur des Dons. Il marche avec son air assuré et satisfait qu'on lui connaît, dans une cité elfe aux habitants visiblement paniqués. Annonce de la date de sortie, le 29 août, une foule est massée près des récifs d'une côte découpée, peut-être pour une cérémonie en lien avec la mer, ce qui suggérerait Númenor. Une chevauchée de deux personnages en cape turquoise, je pense pouvoir affirmer que c'est Galadriel et Elrond, Galadriel qu'on voit d'ailleurs de face aussitôt dans cette même cape. Une femme brune en tenue blanche totalement immergée, un personnage flottant faisant face à un immense monstre marin. Le montage et la parfaite concordance de la colorimétrie laissent penser que c'est un contre-champ, mais rappelez-vous que ce n'est pas forcément le cas dans une bande-annonce. Le rostre du monstre rappelle celui identifié dans la scène du radeau en saison 1, mais celui-ci est doté d'innombrables tentacules, qui rappellent à la fois les vers de la masse ténébreuse et à la fois les lianes qu'on a vues plus tôt. C'est peut-être le même type de créature que le gardien de la porte de la Moria, connu dans Le Seigneur des Anneaux. La princesse Disa de Khazad-dûm, le roi Thorin III qui semble assister à l'effondrement, l'ouverture ou la réouverture d'un trou dans une paroi rocheuse, un pont nain explosé par la chute d'un énorme rocher, les braséros atteints font un effet presque pyrotechnique, Elendil retenu dans une foule par des gardes cherche à atteindre quelqu'un ou quelque chose. Le cri de Galadriel horrifié, avec un filtre rouge très sombre, la présence d'une de ces lanternes en forme de cône peut situer la scène en pays elfique là encore, voire dans une vision instillée par Sauron comme dans l'épisode 8. Un orque qui lèche une lame, un survol des murailles de la cité elfe d'Eregion, une vue en plongée ascendante sur les mains portant les 3 anneaux de pouvoir de la fin de saison 1. On reconnaît Galadriel, vêtue de bleu acier, portant donc Nenya, l'anneau de l'eau, le haut roi Gil-galad, en tenue dorée, portant Vilya, l'anneau de l'air, entre autres bagues sûrement ajoutées pour représenter son pouvoir royal, et donc il reste Narya, l'anneau de feu, qu'on sait confier à Círdan, le charpentier de navire, censé apparaître cette prochaine saison. Un personnage intéressant dont je suis forcément assez curieux de voir le traitement qu'il lui réserve. La réunion des 3 anneaux pourrait marquer un serment que se font ces 3 personnages, ou peut-être un rituel magique. On a d'ailleurs ce qui semble être l'arbre qui avait été corrompu, entouré des bouleaux qui ressemblent à s'y méprendre à des mélirnes, mais déjà vus dans le décor du Lindon en saison 1. Il regagne subitement ses feuilles et les veines incandescentes de son écorce pourraient suggérer sa guérison magique par les anneaux ou par un moyen semblable aux incantations du magicien dans le verger. Thorin III, recevant et contemplant un anneau avec une énorme gemme brute, on voit mal comment ça ne peut pas être l'un des 7 anneaux de Sauron offert aux nains, une acrobatie du forestier Arondil par-dessus ou hors d'un chariot bâché bandant son arc avec sa fameuse prise inversée devant Isildur qui se retrouvera donc avec lui dans ce genre de forêt, loin du Mordor où on l'avait laissé pour mort. Un plan de Arménélos à Númenor, dont on reconnaît le promontoire et les coupoles montrées en première saison, l'arrivée d'un aigle géant qui se pose sur le balcon du palais devant une foule, et Pharazôn qui tire son épée. La présence d'aigles géants à Númenor est un élément canonique, mais il serait parti lorsque les rois ont tourné le dos au Valar, pour ne revenir que sous forme mystique, pour avertir du retour du mal. Il est possible que celui-ci soit montré pour cette même raison. Pourquoi Pharazôn tire son épée? Pour le tuer? Ça me semble trop tôt et incohérent à ce stade de l'histoire. J'y vois plutôt un geste symbolique pour haranguer l'assistance et appeler à la guerre contre Sauron en Terre du Milieu, ce qui ferait de l'arrivée d'un aigle de Manwë un puissant soutien. Notez sa nouvelle tenue qui comporte un pectoral métallique orné de pierres qui me rappelle un peu le Oshen des anciens Hébreux. Le gène Théo en pleurs, Isildur au visage tuméfié, d'impressionnants tirs de projectiles enflammés par-dessus une rivière et les murailles d'une ville elfe vue plus tôt, c'est logiquement Ostineville, la capitale d'Eregion, où siège Celebrimbor. Pas sûr qu'ils aient acheté les droits pour utiliser ce nom dans la série cependant. Adar tire son épée, l'invention la plus prometteuse de cette série, les Moriondor, elfes enlevés par Morgoth pour servir de proto-orc. Adar sera désormais incarné par un nouvel acteur comme on le sait depuis l'an dernier, difficile d'atteindre le niveau de jeu du précédent, mais on verra. Le magicien devant un puits dans un paysage désertique avec des buissons et falaises de grès. Il brandit et abat son bâton sur le sol dans une onde de choc magique qu'on lui connaît déjà. 2 petites silhouettes agrippées à une corde dans une tempête de sable. Certainement Nori et Poppy ayant suivi le magicien à Rune. Là encore, le montage laisse entendre que c'est l'onde de choc du magicien qui déchaîne ce souffle, mais à mon avis c'est trompeur, et on les verra sûrement affronter ce passage dans une toute autre situation. Enfin j'espère, car j'avais expliqué ma lassitude devant l'interminable boucle du magicien malmenant involontairement nos ersatz de Hobbit avec sa magie.
Galadriel combattant les figures spectrales des brumes avec des flèches enflammées, tirées deux par deux, excusez du peu. Une explosion au milieu d'un groupe d'orques, peut-être de Naft ou autre feu grégeois aperçu en saison 1. Elrond, en armure de combat, devant la bannière bleue à étoile argentée des troupes du Lindon, il commande et mène la charge de cavalerie. Celebrimbor, dans sa forge, le visage horrifié et couvert de cendres, jetant une poignée d'anneaux au feu, peut-être les 9 anneaux des hommes, après avoir compris la supercherie de Sauron. Sauron, sous forme d'Anatar donc, surpris au milieu d'une salle pleine de décombres. Il est cerné par des gardes elfes et confronté par Celebrimbor. Ce dernier se tient la main, qui semble inerte comme horriblement calcinée. Malgré sa position défavorable, il reprend vite son expression narquoise sûre de sa victoire. À l'arrière-plan, on voit furtivement les lames des gardes changer de direction, montrant sûrement que Sauron parvient à embrumer leur esprit et les retourner les uns contre les autres. Le plan suivant, très furtif, le montre qui tourne ses mains, sûrement pour lancer un sort à la manière dont on voyait Saruman refermer les portes lors de sa première confrontation avec Gandalf dans les films. L'idée de sortilège renforcée par le plan suivant qui montre un tout autre contexte, une explosion de lumière froide au milieu de silhouettes indistinctes et de piliers sombres munis de torches, qui semblent se propager en ondes de choc dans le plan suivant qui montre un paysage de Highlands ou de toundra qui, suite à cette explosion, se recouvre de glace, révélant que l'explosion magique émanait d'une tour d'allure sinistre, en tout point semblable à celle explorée par Galadriel et son escouade en Forodwaith dans le tout premier épisode, inventé pour la série et baptisé Durnost, en combinant les mots Sindarin, forteresse et sombre. Le froid surnaturel qui rendait même les flammes froides serait donc le résultat d'une magie et non du climat originel, et la saison 2 nous promet donc un flashback. Peut-être l'intronisation de Sauron comme lieutenant par Morgoth et sa magie glaciale. D'aucuns pensent qu'il faut y voir un flashback de sa première mort de la main d'Adar, puisque cet ajout a été posé en révélation de la saison 1 et que ce flash de lumière froide peut être une référence directe à la scène de mort de Sauron par Isildur dans le prologue des films. Dans les interviews, ils avaient annoncé que la saison 2 plongerait vraiment dans le lore écrit par Tolkien et aborderait le passé des personnages. Déjà, force est de constater qu'ils ont été assez généreux en extraits, ça défile à haute vitesse dans ces 1 minute 40 de clips. En revanche, tous les personnages principaux montrés sont ceux apparus dans la première saison. On n'a pas vu de nouveaux, donc pas d'indication de la distribution des nouveaux acteurs. Pour plus de contexte, je vous propose de jeter un œil aussi aux extraits de tournage de la saison qu'ils ont sortis plus ou moins en même temps. Morphy Clark dans le décor de la forêt brumeuse hantée, triste devant un brasier en Eregion. Gil-galad, qui a été affublé d'une coupe de cheveux buzzcut des plus étranges, Galadriel et Elrond vêtus de turquoise sous l'arbre du Lindon, décor de studio mais avec des vrais troncs de bouleau. Galadriel en bleu acier avec 4 voyageurs dont certainement Arondir et Isildur, peut-être Elrond en tête. Charlie Vickers en Halbrand, devant une plaine changée en brûlis pour tourner les scènes de Mordor. Intéressant passage où on voit des orques faire passer des captifs humains en Mordor. Notez les bannières avec le symbole en trident qui était associé à Sauron dès l'épisode 1, mais qu'on sait aussi être le symbole du Mordor. Mordor créé par Adar dans cette version de l'univers. Et pour le coup, ces orques servent toujours Adar puisqu'on le voit sortir du campement. Des orques maniant une catapulte à projectiles enflammés. Arondir, muni d'une torche devant un bûcher funéraire, l'acteur indique que son perso a été durement touché. Effectivement, ça laisse penser que Bronwyn pourrait mourir car on n'a pas revu son interprète dans ces images. La reine Myriel de Númenor, vêtue de blanc, et Arienne, Pharazôn et des courtisans de Númenor. Non, décidément, j'ai un gros souci avec la direction artistique des elfes de cette série, c'est terrible. Dissa et Durin dans ce qui ressemble à une allée de marché nain où ils seront couchés par une possible explosion. Une chevauchée d'elfes avec Galadriel dans ce qui ressemble à un village côtier, Adar couvert de givre, ça pourrait s'expliquer s'il apparaît dans le flashback à Durnost. Ce décor de sous-bois fleuri correspond aussi à la scène des lianes rampantes. On a droit à une réplique de Celebrimbor qui retrouve Galadriel en disant qu'il a reçu un visiteur inattendu, Anatar. Durin III, d'un air maussade tenant une hache au milieu d'un énorme trésor. Il porte l'anneau vu dans la bande-annonce. Peut-être que c'est donc lui, qui était si prudent et sage en saison 1, qui va être corrompu en premier parmi les nains et sombrer dans un état d'avidité sans fin. L'actrice de Nori, le décor d'extérieur de Rhûn, notez le puits de la bande-annonce. John Howe, le légendaire illustrateur du Seigneur des Anneaux. Un angle qui clarifie le passage de l'Assemblée face à la mer avec ce garde en uniforme de Númenor de la saison 1 et Elendil en personne.
Un décor de grotte aux formes répugnantes, de grappes d'œufs, l'acteur d'Isildur passant devant un storyboard où on reconnaît une araignée. Son personnage croisera des orques entoilés. On peut donc deviner qu'avant de rejoindre Arondir, il sera sorti du Mordor en passant par l'antre d'Arachné, le fameux passage emprunté bien plus tard par Frodon et Sam dans les films. Le magicien utilisant sa voix dans la scène de la tempête de sable, la confection du modèle de statue ornant la place de la capitale d'Eregion, peut-être à l'image du grand-père de Celebrimbor, Fëanor, le créateur des joyaux perdus, Silmaril. Le chant des naines sera remis à l'honneur, bataille de l'armée elfe commandée par Elrond sur des engins de siège orques en train de saper des fortifications, l'attaque de l'Eregion, rappelle que canoniquement ce royaume aurait été fondé par Galadriel et Celeborn avant que Celebrimbor ne les renverse. Mais vu la disparition de Celeborn et l'errance de Galadriel en saison 1, je pense que ce point de lore est passé à la trappe. En revanche, en montant ces images, je remarque un détail étonnant. Bon, déjà Anatar qui déambule ici comme dans la bande-annonce, mais au milieu des soldats et civils elfes facilement reconnaissables, ce personnage féminin tout à gauche détonne par sa peau grise et son faciès, comme un mélange d'orques et de femmes elfes. Et puis je me suis rappelé les promesses d'interview de développer l'histoire autour de femmes orques qui n'avaient pas été tenues dans la saison 1. Eh bien peut-être qu'on va voir ici une femme orque ou ancienne elfe changée en Moriondor, sûrement capturée par les gardes, à moins qu'elle soit une réfugiée libérée des geôles de Morgoth et prise en charge si on en juge par ses vêtements plutôt propres. Celebrimbor enfin en compagnie de Durin, on aura peut-être la conception de la porte de la Moria vue dans les films, Durin 4 qui appelle au combat, probablement Myriel submergée et vue dans le clip, un mort-vivant portant une couronne. Puisque les spectres de l'anneau ne peuvent pas avoir été créés avant les anneaux, c'est donc un revenant d'un genre plus ancien, inspiré par exemple des esprits des tertres, qui sont des antagonistes au début des livres de la communauté de l'anneau, du même type mais sans plus puisqu'ils seraient eux-mêmes une création du Nazgûl appelé le roi sorcier. Cependant on sait que Morgoth disposait déjà lui-même de spectres, notamment à Udun. Dissa, en proie à une vision en tenant une boule de cristal, s'interroge sur la justification qu'il place un palantir à cet endroit. Prenons un petit instant aussi pour jeter un œil à la description de la vidéo. La traduction YouTube étant dégueulasse, je vous propose la mienne. Sauron est de retour, expulsé par Galadriel, sans armée ni allié, le seigneur montant des ténèbres doit maintenant compter sur sa seule ruse pour reconstruire ses forces et superviser la création des anneaux de pouvoir qui lui permettront de lier tous les peuples de la Terre du Milieu à sa volonté sinistre. Édifié sur l'ambition et la portée épique de la saison 1, la saison 2, le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, de Prime Video, plonge même ses personnages les plus aimés et les plus vulnérables dans une marée montante de ténèbres, lançant à chacun le défi de trouver sa place dans un monde qui frôle de plus en plus le désastre. Elfes et nains, orques et hommes, sorciers et pieds velus, alors que les amitiés sont sous tension et que les royaumes commencent à se fracturer, les forces du bien lutteront encore plus vaillamment pour ce qui compte pour eux par-dessus tout, se soutenir les uns les autres. Bon, si on met bout à bout tous ces éléments, on semble se diriger vers une même structure en plusieurs trames narratives parallèles que la saison 1. Galadriel et Elrond joueront encore un rôle de protagonistes volants, allant et venant là où l'histoire met la lumière. Isildur, plus tard accompagné d'Arondir, pourrait les retrouver. Les nains de Khazad-dûm, qui pourraient s'avilir et rouvrir la mine de Mithril, et l'infiltration de Sauron Anatar aux forges d'Ostinethil, deux points sûrement reliés par une amitié formée entre Durin et Celebrimbor, et peut-être aussi motivés par les besoins de Sauron en Mithril pour ses anneaux, s'il persévère dans la logique du Mithril comme métal magique. Les nains seront attaqués, on ignore par quoi. Le Balrog, futur fléau de Durin, a été montré pour le fanservice en fin d'épisode 7. La crainte c'est que ce soit un fusil de Tchekhov, un teaser de ce qui arrive en saison 2, et donc qu'il s'assoit à nouveau sur la chronologie en montrant la chute de la Moria au 2e âge, au lieu de près de 2000 ans dans le 3e âge. On peut encore espérer que ce soit les orques d'Adar, voire un vestige des forces de Morgoth, venus sans succès délivrer le Balrog. Elrond devrait accompagner Galadriel un temps, mais aussi diriger les forces de Gil-galad à la rescousse de Celebrimbor lors de la chute d'Eregion. Ce qui m'intéresse dans ces images, c'est que Sauron ne semble pas diriger le siège et le sac de la ville, mais plutôt agir comme un parasite qui s'enfuira quand une force extérieure la détruira. Bien sûr, on peut imaginer que Sauron parvienne à vaincre Adar très tôt et le soumettre pour prendre le contrôle de ses orques, mais étant donné le passif entre ces deux-là, je ne vois à aucun moment Adar courber l'échine devant Sauron. Ce serait un terrible gâchis du personnage, tant l'antagoniste
antagonisme entre ces deux antagonistes apporte le peu de relief qui sauve l'histoire de l'ennui. Et d'ailleurs, le pitch précise bien que Sauron est encore seul et sans armée. Pour moi, Sauron agit de l'intérieur, mais c'est Adar qui de lui-même va attaquer et raser l'Eregion, contrairement à l'histoire canonique où c'est Sauron qui est crédité de ce forfait. Je verrais même bien Adar attaquer ce royaume elfe justement pour détruire Sauron, son rôle passant d'antagoniste de la saison 1 à anti-héros, tandis que Sauron passera de anti-héros de la saison 1 à antagoniste majeur. En tout cas, la formule me semble plus intéressante. Par ailleurs, Númenor, avec la montée en puissance de Pharazôn, la fracture grandissante entre ses partisans et les fidèles au Valar sera sûrement une trame à part, tout comme le périple du magicien Harun, avec découverte de la terre des Orientais, assez attendu pour ma part. Et avec un peu de bon sens on l'espère, on n'entendra plus parler de ces absurdes et infâmes pieds velus. Bref, je crois qu'il existe assez de signes de bonne volonté pour peut-être redonner une chance aux anneaux de pouvoir, et par pure curiosité intellectuelle même, voir comment ils vont réussir à se sortir des impasses et pannes sèches constatées il y a 2 ans. Après la révélation de l'identité cachée de Halbrand, il reste d'ailleurs 2 boîtes à mystère qui tout doublent, l'identité du magicien des Istari et la cohérence ou l'incohérence derrière l'infiltration de Sauron avec la forge des anneaux des elfes, dont on va devoir reparler. Ma conclusion est aussi une question. Si, et je dis bien si, la saison 2 s'avérait intéressante et solidement réembrayée sur le lore du légendaire, pourquoi ? Pourquoi la saison 1 ? Pourquoi la saison 1 devrait-elle à ce point concentrer sur ses épaules tous ces problèmes facilement évitables ? Pourquoi devait-elle molester le lore à ce point pour offrir un contrepoint assimilable à une fanfiction, et pas si intéressante que ça en plus ? Pourquoi la réduire à une vaste exposition de personnages de 6 heures et traiter la question des anneaux de pouvoir dans une précipitation effrénée et indigeste dans le dernier épisode ? Pourquoi avoir à ce point misé sur le mystère et le suspense de l'identité de Sauron ? Question rhétorique, car il est évident qu'ils ont vraiment cru en ce qu'ils faisaient, qu'ils ont vraiment pensé comprendre la mode et les attentes de l'époque, qu'ils y ont vraiment mis du cœur et des moyens, même si l'aspect mercantile qui transpire de tout ça est évidemment piloté par les ambitions de Bezos de s'incruster sur le marché des séries où règne l'hégémonie HBO, Netflix, Disney. À la lumière de la direction que prend la saison 2, c'est comme si la saison 1 avait été conçue comme un vaste flashback, placé là uniquement pour suivre un ordre chronologique, déjà largement charcuté, et ayant comme unique but d'installer des personnages et une ambiance visuelle pour la vraie histoire qui, elle, commence seulement après l'épisode 8. Beaucoup ont trouvé cette série nulle ou l'ont boycottée en raison des choix éditoriaux qui reniaient bon nombre de points du lore originel, mais que vous l'ayez zappé ou que vous cherchiez au contraire à approfondir son visionnage, vous retrouverez dans la vidéo partie 1 mon tour d'horizon de ces choix de design et de construction d'univers, assez défendables à mon sens, et des choix narratifs plus que discutables. Dans la partie 2, les problèmes d'écriture et de représentation des combats que j'avais relevés, et dans la partie 3, une réflexion sur la distribution et sur la chasse aux sorcières anti-wokisme, en partie méritée, qu'elle avait embrasé. Et au fait, pensez au coup de pouce, le commentaire ou même l'abonnement à la chaîne. Rendez-vous bientôt pour la prochaine partie, d'ici là je vous souhaite bon voyage de l'imaginaire, ciao tout le monde.